La bulle de l'IA, sommes-nous en train d'assister au premier crack? Les nouvelles données sur l'emploi américain, est-ce que l'économie américaine est-elle en train de fléchir et la Fed va-t-elle être obligée de baisser ses taux en décembre? Le pétrole clôture sa deuxième semaine de baisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie mondiale? Bonjour à tous et bienvenue dans le point de marché hebdo du dimanche avec notre invité comme toutes les semaines, Jay de Derivative Trading. Comment vas-tu, Jay? Salut William, ça va et toi, en forme? Super. Alors cette semaine, beaucoup de choses à voir encore, notamment la bulle de l'IA. Sommes-nous en train d'assister au premier crack? On a aussi des nouvelles données sur l'emploi américain. Est-ce que l'économie américaine est-elle en train de fléchir et la Fed va-t-elle être obligée de baisser ses taux en décembre? Et enfin, le pétrole clôture sa deuxième semaine de baisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie mondiale? Alors on est parti pour cette nouvelle édition qui va être la dernière en français puisque à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, on passe totalement en anglais. Ça va être l'occasion de toucher un public encore plus large pour apporter encore plus de valeur à nos traders. Et également, on inclut un nouveau segment qui sera à la fin de l'émission qui va être le tips et donc le conseil du trader pro Jay qui va nous partager chaque semaine un conseil très important pour améliorer votre trading. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir toute l'analyse de Jay et son conseil qui va être très intéressant. Allez, on est parti Jay. On peut commencer avec un tour de marché et notamment les indices et actions. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Alors en effet, on a eu une semaine plutôt animée. On s'était laissé la semaine dernière avec une vision plutôt positive et optimiste pour cette semaine, avec la porte ouverte à l'arrêt du quantitative tightening de la Fed pour décembre. Ceci étant, on a observé là, un petit point de stress à cause de Meta qui émettait des obligations pour financer ses projets d'infrastructure en IA, ce qui avait créé des questionnements déjà sur le marché. Donc sur l'IA, on en parle déjà depuis un petit moment, mais en tous les cas, on se pose la question sur les dépenses en infrastructure. Ça crame du cash, mais derrière, les retours sur investissement qui sont pas prévus pour aujourd'hui, mais plutôt pour 2030, pose question. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu émets des obligations, derrière, en face de toi, tu vas avoir un prêteur qui va attendre, lui, des rendements récurrents qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Et donc, ça pose sérieusement question. Bon, pour l'instant, ça reste des grandes compagnies bien capitalisées, donc on leur fait plutôt confiance. Elles ont produit des résultats qui sont déjà positifs puisqu'elles ont d'autres activités que ce qui concerne l'IA. Mais en tous les cas, cette semaine, ce qui s'est passé, et qui est venu en complément et rajouter une couche de stress sur cette thématique, la directrice financière d'OpenAI qui a fait une sortie en évoquant l'éventualité d'un backstop, c'est-à-dire d'une garantie de l'État fédéral US dans le cadre des émissions qu'ils auraient à faire, notamment de financer leurs projets d'infrastructure qui pourraient s'élever à plus de 1,5 trillion de dollars. Et donc la réponse du gouvernement américain était assez nette hier. En l'occurrence, ils ont dit que non, il n'en était pas question. Dans tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ça crée un stress dans la mesure où on se dit que ce secteur-là, ces projets d'infrastructure qui, pour l'instant, n'apportent pas de revenus concrets, coûtent énormément d'argent. Beaucoup d'investisseurs ont mis énormément aussi de capitaux dans ce secteur-là. C'est un secteur très concentré en termes d'investissement. Les retours sont pas pour tout de suite. Donc on a vraiment de grosses questions sur le secteur de l'IA. C'est ce qui pèse clairement là sur les marchés. On en a parlé pendant un petit moment. Ce qui avait tiré à la hausse les marchés, et notamment sur la reprise depuis avril, c'était clairement le secteur de l'IA. Et là, vu qu'il est en train de poser question, on a de l'allègement. Alors après, soyons quand même prudents, hein. On voit les indices corrigés, mais si on regarde dans le détail des portefeuilles, on n'a pas de sérieuse réduction de l'exposition de la part des gérants. On a plutôt de la couverture et de la couverture via indice. On n'est pas sur une fin de bulle. On est sur une accalmie sur ce secteur-là, mais on n'est pas sur une explosion de la bulle. Pour l'instant, techniquement, on n'est pas en bulle. Il y a beaucoup de concentration de l'investissement dessus, ce qui donne l'impression que c'est une bulle. Mais dans l'absolu, ça reste quand même des sociétés qui sont très importantes, très bien capitalisées et qui ont déjà, pour la plupart d'entre elles, des revenus plutôt importants et qui dépassent généralement les attentes. Parallèle de ça, on a en Europe et en Asie la même mécanique qui se produit, donc des vrais questionnements sur l'IA et donc forcément des réductions de l'expo, voire de la couverture. Et en Chine, par contre, on a des leaders de ce secteur-là qui ont plutôt tendance à tirer la couverture vers eux et qui attirent les investisseurs, puisqu'on se dit que la correction qu'on pourrait observer dans ce secteur-là pour les États-Unis pourrait profiter à la Chine en termes d'investissement. Donc on voit un fléchage des investissements vers les entreprises de l'IA chinoise et ça devrait se poursuivre sur les prochaines semaines. Si vous souhaitez trader les marchés futurs sans risquer votre propre capital, rendez-vous sur fidiaspropfirm.com en utilisant le code PPYT pour avoir la meilleure réduction du moment.
Super, super. Et c'est vrai que ça a des relents de bulles de l'Internet dans certains aspects, mais en même temps, on est face à des grandes entreprises qui sont très profitables. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut quand même mettre de l'eau dans son vin. On n'est pas non plus dans les mêmes conditions que la bulle Internet. Et ces investissements qui sont en train de sortir de ces grandes capilles ou aller dans des marchés un peu plus émergents, j'imagine que ça doit aussi impacter le dollar et d'autres monnaies. Est-ce que là-dessus, il y a des choses intéressantes à regarder? Alors tout à fait, ouais, sur les flux monétaires qu'on observe en ce moment, bon, là on a une reprise, enfin un rebond du dollar qui est dû notamment aux données de l'emploi qu'on a eu cette semaine. On a eu un premier rebond avant les données de l'emploi et finalement les chiffres ont été mauvais, donc le dollar a replié aujourd'hui. J'ai dit un rebond, mais c'est un repli, pardon. Du coup, là c'est surtout la macroéconomie américaine qui pose question, puisqu'en fait ce qui s'est passé, c'est que la Fed avait un petit peu écarté l'idée de baisser les taux au mois de décembre et on a eu des données privées, non pas les données officielles, puisqu'il y a encore le shutdown aux États-Unis. Et les données privées en fait ont montré qu'il y avait eu de la destruction de l'emploi, notamment dans les secteurs liés à l'IA. Tu vois, typiquement dans les secteurs technologiques, c'est là où il y a de la destruction d'emplois et aussi sur les activités de stockage. Et du coup, ça pose question à nouveau avec l'IA et la conséquence de l'IA sur l'emploi. Et dans le même temps, ce qui s'est produit, c'est qu'on a un dollar qui a fléchi puisque le marché s'est mis à fortement pricer la baisse de taux de septembre, puisqu'on est monté à quasiment 70%, de Paris de baisse de taux pour décembre. Ça a pesé sur le dollar. On en avait parlé déjà sur les semaines précédentes. Les banques considéraient de toute façon que la baisse des taux aurait lieu en décembre. Mais là, avec les chiffres Challenger qu'on a eu hier, ça a mis un coup de pression supplémentaire et le marché est clairement convaincu qu'il y aura baisse des taux. Après, sur l'emploi, honnêtement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Le proxy prioritaire à regarder, ça reste les impôts sur les revenus des ménages qui n'ont pas subi de baisse dramatique justifiant d'une dégradation de l'emploi. Donc c'est quand même à relativiser dans l'attente des chiffres officiels, c'est quand même à relativiser. Ensuite, en termes de consommation, on a quand même une petite dégradation des chiffres de la consommation dans les données qui nous sont sorties cette semaine. Donc c'est un volet aussi qui pourrait mettre la pression à la Fed pour baisser les taux le mois prochain. Ensuite, sur la zone euro, on a un marché qui commence gentiment à se poser des questions pour ce qui est de la devise, à savoir s'il serait pas temps pour la BCE d'arrêter son quantitative tightening, puisqu'elle était aussi dans la même politique que la Fed jusqu'à maintenant, donc elle a baissé les taux, mais par contre elle continue à détruire de la dette obligataire, et donc le marché commence à se poser la question à savoir si la BCE devrait ou non arrêter. Donc je pense qu'il est probable que les prochains pricing sur l'euro se fassent là-dessus. Super. Et comme tu le disais, là on rentre dans le deuxième mois du shutdown aux États-Unis, donc c'est un des plus longs shutdowns que l'on ait jamais vu. Pareil, on a l'inflation qui reste toujours légèrement plus élevée qu'un peu plus tôt dans l'année, des chiffres on n'a pas forcément tous les chiffres encore, etc. Qu'est-ce que ça donne au niveau des obligations américaines et au niveau de leur stabilité? Alors il se passe pas mal de choses sur le marché obligataire, pas que le marché obligataire, mais en effet ce shutdown a pas mal de conséquences. Donc la première des conséquences, on l'a vu un petit peu sur le dollar, c'est que généralement avant le shutdown, vous avez un dollar qui historiquement qui s'affaiblit un petit peu, mais dès lors qu'on est dans un shutdown prolongé, à ce moment-là, vous avez un renforcement du dollar, c'est ce qu'on a observé jusqu'au chiffre de Challenger, puisque là le marché a refocalisé sur l'emploi et donc sur les potentielles baisses de taux. Mais en tous les cas, ce shutdown a d'autres conséquences aussi sur les marchés interbancaires. Vous avez une réduction de la liquidité obligataire venant du département du Trésor, mais dans le même temps, vous avez des banques qui ont aligné énormément de lignes de crédit aux ETF, aux fonds ETF qui investissent sur les marchés actions et notamment sur la tech. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a des banques qui sont plutôt focalisées à prêter de l'argent à ces fonds ETF. Il se pourrait qu'à un moment donné, si la correction continue sur le marché action et notamment sur la tech et l'IA, à ce moment-là que les banques réduisent les lignes de crédit auprès des ETF actions pour se reconcentrer sur le marché des pensions. Et là, on aurait un sérieux problème. Donc, c'est un élément à surveiller pour la fin de mois, mais en tous les cas, on a un risque que les institutions financières investies sur les marchés actions se voient limitées en termes de levier et doivent réduire leur exposition de manière mécanique à cause de ces problématiques-là. Donc là, ce qui est vraiment important à surveiller, c'est les discussions autour du shutdown. On a eu des élections cette semaine qui ont fait qu'il y a eu de la discussion entre républicains et démocrates et ça semble aller dans le bon sens. Donc il vaudrait mieux que ça aille dans le bon sens et que ce shutdown s'arrête parce qu'il pourrait poser de sérieux problèmes de liquidité et notamment sur les marchés interbancaires. L'idée n'est pas de s'affoler non plus, mais en tous les cas, il y a un stress qui est présent et si le shutdown continue à traîner, on aurait une correction des marchés qui serait non pas due à des raisons fondamentales et intrinsèques aux valeurs, mais à des histoires
avoir de levier autorisé sur les marchés. Ah, donc sujet très très important et qui risque de peser si il n'y a pas d'avancée majeure et si on ne sort pas de ce shutdown. On va pouvoir passer maintenant au marché du pétrole qui clôture sa deuxième semaine de baisse consécutive après le rebond qu'on a pu voir. On a eu la réunion de l'OPEP, augmentation de production et où on en est actuellement. Alors ouais, tout à fait, on avait parlé la semaine dernière, on a eu le week-end dernier, donc la réunion de l'OPEP qui a confirmé sa volonté d'augmenter les quotas, mais surtout la grosse info du week-end, c'est qu'ils ont annoncé l'arrêt de ces augmentations des quotas de production pour début d'année 2026. Donc du coup, le pétrole a réagi positivement en début de semaine, puis bien sûr, comme le marché est actuellement inondé de pétrole, si tu me permets l'expression, ben, mécaniquement, le pétrole est redescendu puisque les inventaires sont importants. On a eu les stocks à pays américains qui ont confirmé aussi l'importance. Et on a un département de l'énergie aux États-Unis qui nous a annoncé cette semaine qu'il allait profiter justement de ces cours. Bon, ils l'ont pas formulé comme ça, mais c'est moi qui le dis. Ils allaient profiter de ces cours pour refaire le plein des réserves stratégiques. Donc on a eu un petit rebond du pétrole en ce sens ces dernières heures, mais en tous les cas, il y a tellement de pétrole sur le marché à l'heure actuelle qu'il n'est pas justifié que le pétrole s'envole. En tous les cas, en parallèle de ça, il y a un petit stress qui est en train de gentiment monter, on en avait déjà parlé, mais autour du Venezuela, ce qui est en train de monter, ça semble se confirmer une volonté de l'administration américaine d'aller jouer les changements de régime au Venezuela. Et donc là, on pourra avoir des difficultés, sachant qu'en parallèle, cette nuit, on a eu l'information selon laquelle l'administration Trump souhaitait diminuer les sanctions à l'égard de l'Iran. Donc ça préparerait peut-être le terrain à des mesures à l'égard du Venezuela. On a un Venezuela qui, en parallèle, a demandé un soutien de la Russie. La Russie n'a pas répondu officiellement là-dessus. Mais sur la géopolitique internationale et autour de l'énergie, il y a ces sujets à garder à l'œil. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de la prime de risque politique, mais ça pourrait venir si jamais ça devait dégénérer. Très bien. Et comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir évoluer le cours du pétrole dans les prochaines semaines avec ces catalyseurs? Alors, comme je le disais par le passé sur les briques qu'on a pu mener ensemble, pour moi, on va rester sur ces zones 60-70 $, même si là, on est légèrement en dessous. Parce qu'on reste attentif, malgré tout, malgré les inventaires disponibles, on reste quand même attentif au risque géopo, donc il faudrait être prudent là-dessus. On peut avoir des rebonds violents si ça devait dégénérer sur la partie sud-américaine. Donc, techniquement, rester dans cette zone, jouer le range 60-65 $, voire 70 $, mais ne pas s'attendre à une grosse baisse non plus. Je sais qu'il y a pas mal de paris baissiers, très fortement baissiers sur le pétrole, mais les tensions géopolitiques qui sont pas loin motivent à ne pas être trop bearish sur le pétrole. Parfait, c'est très clair. On va pouvoir maintenant passer à l'or et aux métaux précieux. On voit que l'or s'est stabilisé autour des 4000 $ de l'once. Est-ce qu'il faut s'attendre à donc une stabilisation? Est-ce que c'est la fin de cette correction? Et à quand la reprise de ce rallye haussier? Pour l'or, pour moi, c'est assez clair, j'en avais parlé. Je disais que c'était une petite correction qu'on avait sur l'or, une petite prise de bénéfice, plus qu'une correction. Donc on a eu cette prise de bénéfice et je maintiens qu'elle ne devrait pas se prolonger dans la mesure où, sur les fondamentaux, on a un marché qui est clairement en train de pricer la baisse de taux de décembre. On devrait avoir cette baisse de taux en décembre. Après, attendons bien sûr les chiffres officiels s'ils sont publiés. Le stress sur le shutdown aussi permet alors de se maintenir. On a en parallèle de ça, et c'est quand même notable, on a une reprise des achats par les fonds ETF de l'or, notamment de l'or et de l'argent d'ailleurs. À partir du moment où ils se remettent à acheter, je pense qu'on a un support qui est clairement marqué et on devrait poursuivre sur une hausse. Donc je suis plutôt bullish sur l'or pour fin d'année, je l'en avais déjà parlé, mais clairement, et je vais l'être d'autant plus à partir du moment où la Fed arrêtera le QT au 1er décembre. Généralement, le mois de décembre, c'est plutôt un mois positif pour l'or et on devrait avoir à nouveau un rallye de fin d'année sur l'or, je pense. Parfait, on a fait un bon tour d'horizon de tous les marchés. On va maintenant pouvoir passer à la semaine qui arrive. À quoi faut-il s'attendre et quels vont être les événements clés à suivre? Alors pour la semaine prochaine, déjà sur le Forex, on a des éléments qui pourraient être intéressants, comme je vous l'ai dit sur le yen déjà. On a un fort risque d'intervention de la Banque du Japon et du département des finances japonais, puisqu'ils travaillent ensemble généralement sur les interventions sur le Forex. Donc le risque est assez important pour la semaine à venir, enfin les 2 semaines qui arrivent, je pense. On devrait avoir une réaction de la part de ces autorités-là. Donc attention au yen, grosse prudence. Sur le dollar, je pense que la continuation de la baisse, même s'il avait rebondi là ces derniers jours, devrait se poursuivre, sauf vraiment en cas de vision très négative sur le shutdown et sur les marchés actions, puisque à ce moment-là, on aurait un repli aussi vers les États-Unis et le dollar pourrait se renforcer. L'or devrait continuer de progresser la semaine prochaine. Sa reprise, je pense qu'elle est clairement là. Après, affaire à suivre, bien sûr, je peux me tromper, je suis pas là pour donner un signal de trading, mais on a un or qui devrait poursuivre sa tendance haussière la semaine prochaine. Pareil pour l'argent. Sur le cuivre, on semble
semble avoir marqué un plancher, donc possible qu'on ait une reprise sur le cuivre aussi la semaine prochaine. N'oubliez pas que le cuivre est très lié aussi au secteur de l'IA, pas seulement, mais en tous les cas sur l'IA, il est très lié, donc la demande d'un cuivre continue de progresser. Le pétrole toujours dans son range, mais attention au risque géopolitique, j'en ai parlé avec le Venezuela notamment, mais pour l'instant le pétrole reste sur sa zone plancher. Les marchés actions, alors le stress lié à l'IA, il est possible qu'il se poursuive encore, puisque c'est vraiment un gros sujet. Plutôt viser des rééquilibrages de portefeuille, donc une poursuite de la correction sur les grands indices et notamment sur le Nasdaq, d'autant plus si le shutdown se maintient et qu'on n'a pas de vision claire. À ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, il est possible que les banques réduisent les leviers et par conséquent, tous les fonds ETF spécialisés sur la tech pourraient se mettre à sérieusement réduire leur position. En tous les cas, ces scénarios semblent négatifs, mais à garder à l'œil ce qui se passe autour du shutdown. Si on a des déclarations positives et si l'administration américaine arrive à se mettre d'accord avec les démocrates, il est possible qu'on ait sorti de ces problèmes et à ce moment-là, on aurait un rebond sur les marchés actions, clairement. D'accord? Donc n'oublions pas, comme je le disais tout à l'heure, dans le fond sur les portefeuilles pour l'instant, on n'a pas une grosse sortie de la part des gérants sur les sociétés technologiques américaines en tous les cas. C'est parfait, on va pouvoir clôturer cette émission avec le conseil du Trader Pro, le nouveau segment de cette semaine. Je te laisse, Jay, nous partager ton conseil de la semaine. Alors un point essentiel, puisque je le vois avec les gens que j'ai en formation, je leur répète assez souvent et je pense que c'est un tips qui peut servir à pas mal de monde. Première des choses, quand vous faites du trading, ne focalisez pas uniquement sur l'actif sur lequel vous êtes en train de trader. Typiquement, vous tradez le Nasdaq en futur, c'est très bien, mais ne l'isolez pas du reste du marché. Ce que vous allez voir comme information dans votre carnet, c'est une information mais vraiment partielle de la réalité de ce qui s'y passe. Le meilleur proxy pour savoir ce qui se passe sur le Nasdaq, c'est déjà de regarder ce qui se passe au niveau des constituants, des actions qui composent l'indice. Donc, essayez d'avoir sous les yeux les actions qui composent l'indice et au moins vous verrez, vous comprendrez un peu mieux les comportements, sachant que le Nasdaq Future, vous le traitez, mais il y a certaines actions dans l'indice qui ont un poids beaucoup plus important. Donc vraiment, ne faites pas l'abstraction des actions de l'indice. Super intéressant, merci à toi Jay. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce conseil vous a plu, likez la vidéo et si vous voulez trader les marchés futurs sans risquer votre propre capital, rendez-vous sur fidiaspropfirm.com avec le code PPYT au moment du paiement. En tout cas, merci à toi Jay pour cette analyse et ce conseil. Je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre la formation qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, dans laquelle vous allez apprendre pas mal de concepts déjà pour savoir analyser les marchés. Donc là, on n'est pas dans de l'analyse logicielle ou dans l'analyse graphique, on va plus loin. Et vous allez aussi apprendre des techniques de trading qui vous permettent de savoir vous hedger au quotidien et qui sont très utiles pour les membres en PropFirm, puisque tu as plein de clients chez Fidias qui sont chez moi en formation et qui se débrouillent plutôt bien avec des techniques qu'on leur apprend en futur. Voilà. Yes, et donc comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens pour les services de Jay et donc dérivative trading directement dans la description de la vidéo. Merci à toi Jay et à dimanche prochain. Bonne semaine de trading à tous.